Bonjour tout le monde, bienvenue à Golden Record. On est ici pour la deuxième partie sur les processus de déploiement là, avec Power BI. Fait que Carl, on s'était quitté dans la dernière session. Là, on avait parlé de notions de workspace dans Dev, QA Prod, de les développeurs qui font leurs choses, ils publient en Dev. On fait un petit code review. Quand on est prêt, on l'envoie dans notre workspace de testing ou QA. Puis là, on parlait justement qu'on demande à des personnes externes de tester, valider nos produits. Tu avais parlé d'avoir des testeurs qui sont pas vraiment techniques ou tu sais, qui connaissent moins le rapport. Ça peut être intéressant. Des fois, on va Mhm. chercher, on va peut-être voir des bugs que le développeur n'aurait jamais trouvé. Puis on a aussi parlé peut-être justement un petit peu de si ça prend un rôle de testeur dans l'équipe ou tu sais, est-ce que ça vaut la peine tout ça. Moi, il y a quelque chose que je voulais parler. T'avais-tu une question peut-être avant ou Non, mais en fait, si vous avez une personne à préconiser comme testeur, c'est généralement celui que son ordinateur prend en feu. Dès qu'il l'allume, souvent, tous les malheurs y arrivent, puis il va trouver le bug sans savoir qu'est-ce qu'il a trouvé. C'est la personne idéale. Fait que, tu sais, OK. la personne que tu sais pas pourquoi sa caméra elle éteint tout le temps, puis que euh, c'est le candidat idéal. Là. J'ai un nom dans ma tête, là, mais c'est ça. OK, parfait, on va prendre note. Ouais, nous autres avec, ça arrive, ce genre de choses-là aussi. Donc, moi, j'ai un sujet que j'aimerais parler, on entend, il y a la notion un terme qu'on utilise des fois dans plus du côté de développement logiciel, c'est la notion de code freeze. Euh, En général, le code freeze, ça va être un moment dans la semaine où ce qu'on va dire, pendant ces 2 journées-là, on arrête de publier des affaires de dev à QA, puis notre QA, s'assure qu'il est stable, qu'il n'y a pas de modification, puis qu'on a assez de temps pour tout tester les choses, pour après ça déployer en production. Euh, Puis tu sais, moi, en fait, le point que je veux amener, je trouve que c'est bien quand même d'avoir ça. Des fois, c'est dur à avoir parce que ça va tellement vite que peut-être tu n'auras pas assez de temps de tester ou tu as tellement de choses à livrer, tout ça. Mais, tu sais, dans Power BI, une chose que moi j'ai remarqué, c'est que quand on travaille à plusieurs personnes sur le même dataset ou le même rapport, ça va arriver souvent que le développeur finit sa tâche, il l'envoie en dev. Puis là, OK, on vient de finir, quelqu'un a fait le code review, c'est correct. Et là, il y a deux choses qui peuvent arriver. C'est soit que les personnes attendent puis ils publient pas tout de suite les choses en QA. Ils vont dire, bon, on va travailler sur d'autres choses, puis tu sais, on a le temps, ou tu sais, euh, telle page, c'est la même chose. OK, on va travailler sur d'autres choses en dev, puis on accumule des choses en dev, et là, à un moment donné, on déploie en QA tout d'une shot. Puis là, ça fait qu'on a beaucoup de choses à valider en QA maintenant. Ça se peut qu'on a 4 pages qui sont arrivées, plein de visuels. Puis là, ça va prendre plus de temps et ça peut mettre en péril le déploiement en production, tout dépendant si on dit on livre des choses à chaque 2 semaines, mettons. Fait il y a ça qui arrive. Je sais pas si ça t'est arrivé dans le passé, là, de justement. Je te semblais dire que peut-être vous aviez moins de dev QA prod, mais peut-être. Ben, actuellement, on a moins ce genre d'éléments-là de DevQA Prod en consultation. Par contre, nous, on s'est doté d'un système où est-ce que on va déposer dans notre environnement chez Maverick le rapport pour qu'il soit validé à l'interne. Fait qu'on a quelques petites étapes de validation. On a validation des données, validation de l'interface utilisateur. Puis après ça, on a validation de essentiellement le code, mais on rentre pas nécessairement en profondeur dans le code. On,
on analyse d'abord le modèle sémantique pour voir est-ce que le modèle sémantique a du sens, là, mettons les relations des étoiles à étoiles, des affaires comme ça. Puis si on aperçoit des éléments qui semblent être à problème ou qui pourraient poser problème, ben là, on va creuser dans les formules DAX ou dans d'autres éléments Mhm. comme ça. Fait que tu sais, OK. c'est pas du systématique pour le code. On fait confiance à nos développeurs là-dessus. À moins. En fait, c'est plus la responsabilité des développeurs de dire hey, j'ai de la misère à atteindre un niveau de performance adéquat. On va demander de l'aide avant d'arriver à ce process-là. Ouais. Mais l'interface, ben souvent on oublie des choses. Souvent les interactions entre les visuels, on en oublie. Des fois des petites affaires. Moi je sais que c'est vraiment mon dada, là, le peaufinage de visuel, puis je suis excessivement gosseur, là, genre moi je fais du pixel perfect tous mes rapports. Je calcule la largeur de mes visuels pour que la bordure extérieure puis la bordure intérieure entre deux visuels soit la même. Fait que tu sais, je peux comprendre que j'ai pas peut-être le même standard que tout le monde, mais rendu là, ça devient un peu notre marque de commerce aussi. Mhm. Ah ouais, OK. Fait que vous, mettons, quand vous déployez des choses, ça arrive pas tant souvent que tu sais, vous y allez, mettons, vous finissez de développer quelque chose, puis tout de suite vous l'envoyez en validation, ou mettons, vous accumulez plus de trucs, puis après. Nous, c'est dès qu'on a de quoi qu'on se dit, je suis dû pour l'envoyer chez le client. Avant de l'envoyer chez le client, on l'envoie dans notre workspace de validation. On envoie un message dans un Teams. Puis là, ben, on s'assure qu'il y a une des personnes de l'équipe dans la journée qui prend le mandat de valider. Mhm. Puis à partir de ce moment-là, il y a 2 jours pour faire la validation, puis nous revenir avec ses commentaires à modifier. Puis une fois que c'est fait, ben on va publier chez le client. OK, OK, parfait. Ouais, OK, ben je pense que c'est une bonne approche, là. Puis ça semble être un processus qui fonctionne bien, là. C'est un processus pour du petit, moyen équipe, là, dans le sens que c'est sûr que si t'es tout seul, le danger d'être tout seul, c'est justement tu t'améliores plus difficilement parce que tu peux pas comparer, tu peux pas trouver des trucs avec d'autres personnes. Fait que moi, je recommande beaucoup au monde qui sont seuls dans leurs équipes de participer à des communautés de pratique. Ça va accroître vos connaissances, vos standards de manière hallucinante. Euh, Après ça, ben c'est une question d'essayer de pas être seul là-dedans puis tout le temps se challenger, hein. Ouais, ouais, je suis d'accord. Puis tu sais, moi en fait, le conseil que je voudrais donner peut-être, là, c'est que si vous utilisez justement des workspaces de dev QA prod, moi, par expérience, je trouve que c'est aussitôt que vous avez un nouveau feature que vous avez développé, puis que tu sais, ça amène, mettons, de la valeur au client. Tu sais, mettons que c'est pas juste une mesure que j'ai créée, là. Tu sais, une mesure, ça, le client ne le voit pas, mais mettons, c'est un nouveau visuel dans une page. Tu sais, quand on voit qu'on a quelque chose qu'on peut livrer, c'est de tout de suite le déployer en QA, puis de pas attendre trop longtemps. Parce que c'est toujours plus facile d'arriver en QA puis de dire, OK, j'ai juste besoin de tester ces deux choses-là sur cette page-là. Mhm. Puis ça va me prendre peut-être une demi-heure versus, OK, j'ai 5 pages, puis je sais pas si ce bug-là a été fixé, je sais pas si ça, tu sais, ça devient difficile, puis le plus possible, le plus que tu fais des déploiements souvent, le plus rapide c'est à valider. Ouais, tout à Fait que, fait. tu sais, ça, puis ensuite, qu'est-ce qui peut arriver aussi, c'est que dans Power BI, dans ton environnement de QA, tu as juste une version du rapport, hein, puis du dataset. Fait que, tu sais, si, mettons, quelqu'un... Puis là, je veux Vas-y. juste valider. Là, tu parles, mettons, quand tu es en QA dans ce qu'on appelle les pipelines de déploiement. Ou Ouais, ça n'a mais pas rapport. ben, oui, dans le fond, je parle de l'environnement, l'espace de travail QA. Tu sais, dans le fond, c'est un workspace. Tu sais, ton rapport, une fois que tu l'as déployé de dev à QA,
en gros, tu as écrasé la version qui est en QA par la version de dev. C'est le prix, tu as la Mhm. mettre en QA. Si ça te prend trop de temps à tester en QA, ça se peut qu'à un moment donné, tu vas avoir des choses en dev qui vont être Mhm. terminées parce qu'il y a d'autres devs qui ont travaillé, on n'arrête jamais de travailler. Puis là, ben, ils vont dire, ah ouais, mais pourquoi qu'on ne la met pas en QA puis qu'on teste tout d'une shot? Fait que là, tu peux accumuler des choses en QA puis dire, ah ouais, mais ça, c'est vraiment sur le bord d'être fini. Il y aurait juste à le tester en QA. Fait que tu l'amènes. Puis tu sais, là, t'as comme le problème que ton QA il augmente. Puis là, finalement, ok, ben, il faut les faire les tests. Là. On a accumulé 5 user stories de. Fait que tu sais, ça, en général, c'est vraiment, moi, le plus possible, avant que quelqu'un d'autre déploie de dev à QA, j'essaie d'être capable, ok, on est capable de tester en QA puis de le déployer en prod. On peut-tu comme enlever ça de notre tête, de dire ça a été testé en QA, on le publie en prod. Après ça, on amène les nouvelles choses de dev à QA. Parce que tu sais, ça, quand tu fais des déploiements avec Power BI, dev à QA, ça devient vite difficile de savoir qu'est-ce qui a vraiment été déployé de dev à QA. Mhm. Mettons, tu prends un dataset là, il y a 4 bugs. Il y a le rapport qui est connecté au dataset, là, il y a 4 bugs qui ont été créés. Puis ça se peut que j'ai 4 tickets, un pour chaque bug. Mais tu sais, ça peut être difficile des fois de traquer dans Jira. Jira n'est pas connecté directement à Power BI. Fait que, même si ça des statuts, des fois, c'est difficile de dire, OK, moi, quand j'ai déployé de dev à QA, j'avais-tu vraiment ces deux bug fixes-là qui sont inclus? Puis, tu sais, c'est pour ça que le plus possible, tu y vas par petits morceaux, puis tu déploies incrémentalement. Quand tu es prêt, go, on déploie. Puis, Mhm. Ah, ouais. effectivement. Puis, tu sais, là, tu parles de petits morceaux, mais incluant aussi, tu sais, puis je le dis souvent quand que je fais de la formation, tu sais, le processus initial là, dans la tête d'un développeur, une fois qu'il a fini, mettons, il commence, il fait son premier rapport, ben, il a fait un rapport avec trois quatre tables, il est super content. Après ça, son deuxième rapport, il fait ça avec sept huit tables, il est super content. Puis là, après ça, la question, tu sais, puis j'en saute 2, 3 étapes, là, mais après ça, son thinking, c'est hey, mais pourquoi je fais tout le temps les rapports avec les mêmes tables? Je pourrais faire juste un gros maudit modèle qui fait tout. Fait que là, il va aller charger toutes les tables possibles et imaginables qu'il a de besoin. Fait qu'il va se faire un modèle à 75 tables qui va essayer de couvrir à la fois finance, production, RH et tout le kit. Puis il va se dire, hey, wow, j'ai réussi à faire de quoi. Puis là, à partir de ce moment-là, qu'il a réussi à faire de quoi, là, il se rend compte que supporter ça, c'est, excuse-moi l'expression, mais de la merde, parce que là, il se rend compte que ben, finance calcule des affaires d'une manière, mais RH calcule les semaines de prod d'une autre manière parce que les congés sont pas en même place. Puis là, Ouais. là, tu te ramasses avec des exceptions dans tous les départements, puis des fois, tu as des exceptions qui se pilent ses pieds. Puis là, tu corriges une affaire, puis là, Ça brise. t'es obligé de valider 60 pages parce que tu as tout le même modèle relationnel. Puis là, tu perds ton temps à juste valider des données à chaque fois. Fait que trop gros, c'est pas mieux. Non, non. Parce que là, tu te perds dans la validation, tu te perds dans ça. Fait qu'il faut vraiment essayer de garder par besoin, par audience, puis tous ces éléments-là. Fait que je vous dirais, oui, des fois, vous pouvez avoir des modèles qui se recoupent, mais des fois, ça vaut la peine de les garder séparés. Pour tout ce qui a rapport avec le déploiement puis la rapidité que ça va Ouais, ouais. occasionner, ça va vraiment valoir la peine. Puis après ça, le goût de travailler sur ces rapports-là va aussi être plus intéressant parce que si, moi je l'avais déjà vécu, là, une espèce de rapport qui faisait tout avec un modèle qui faisait tout, puis là c'était on tirait à la courte paille pour savoir qui était pour ouvrir le code. Là. C'était un supplice, le monde voulait pas, puis ça, tu sais, il collait malade des fois pour pas avoir besoin de. Ah ouais, quand même. Tu sais, c'était rendu plate de même. Ah ouais, on a aussi des choses, tu sais, des produits un peu plus legacy, justement, mal aimés, tu sais, que ça existe encore, mais tu sais, ça devrait être décommissionné depuis un bout, mais tu sais, ah ouais, ouais, je suis d'accord.
Ouais, tu Euh, sais. Mais puis ouais, là, on parlait ouais. tantôt, puis je vais te lancer la balle pour une question. Tu sais, Oui, donc. euh, tu avais mentionné justement le temps que ça prend de faire du staging, de faire justement de DevCons prod, là, du DevOps qu'on appelle dans le langage. Euh, Tu sais, à quel point ça prend du temps, puis à quel point le temps qu'on prend pour le faire nous re- c'est un retour sur investissement. Est-ce que tu as des exemples de ça? C'est sûr que, tu sais, c'est sûr que ça prend plus de temps de faire du dev QA prod que de juste publier en prod, là. Ça, c'est clair. Tu as moins de dépendance, tu as moins d'étapes, puis tu sais, c'est plus direct, là. Mais j'ai pas d'exemple concret, tu sais, que j'ai pas réussi à montrer, je dirais, le retour sur investissement directement. La seule chose que, tu sais, j'ai pu me montrer, je dirais, c'est peut-être, tu sais, depuis qu'on a mis ce processus-là en place, tu sais, on est capable de, mettons, on va trouver des bugs, on va trouver plus de bugs nous-mêmes, sans que ce soit les utilisateurs finaux qui les créent. Fait que, tu sais, on est capable de mesurer, tu sais, si justement, en ayant un environnement de test ou de QA, est-ce que ça nous a permis de capturer plus de bugs avant que ça soit en prod? Il y a ça. Mais c'est sûr que c'est dur, tu sais, puis c'est tout le temps ça la question, tu sais. En voulant mettre plus d'étapes dans le processus, les personnes, ils vont dire, ouais, mais ça va être plus long, tu sais. Moi, je veux pas que ça me prenne 3 mois à avoir à faire là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de freins à ce niveau-là. Mhm. Mais moi, je pense que, tu sais, ce qui peut nous aider ou ce qui peut vous aider, là, ceux qui écoutent, à vendre l'idée dans Dev QA Prod, c'est de prendre note de tous les bugs que vous avez eus sur les rapports, puis de regarder à chaque bug qui sont créés, qu'est-ce qui fait qu'on a eu ce bug-là, et est-ce que d'avoir un processus dev QA prod aurait pu éviter ce bug-là? Parce que assez souvent, la réponse c'est oui. T'sais, si ton process, si tu as quelqu'un qui a logué un bug qui dit ouais, tel chiffre il matche pas avec tel autre rapport que je vois, ben ça te dit ben avoir eu un environnement QA, j'aurais eu quelqu'un qui aurait fait la validation de comparer les chiffres si ça fait du sens. Puis lui aussi il devient accountable s'il arrive de quoi, tu sais. J'ai validé avec ce gars-là, tu sais, puis lui, tu sais, il fait partie de l'équipe comme tu sais, pour faire les validations. Mais moi, c'est surtout ça, tu sais, qui m'a permis de garder. On a eu quand même gros des changements dans mon équipe, tu sais, puis on a changé de VP, tout ça. Puis il y avait un peu cette crainte-là, tu sais, dans l'esprit des personnes. Qu'on a quand même dû beaucoup ajuster notre process pour enlever des étapes. Euh, mais je pense que là, on a comme un bon hybride entre avoir certaines capacités de livrer des choses, puis une rigueur. Mais c'est surtout, tu sais, de réfléchir, tu sais, on a eu ce bug-là, puis selon nous, c'est à cause de telle raison. Tu sais, on n'a pas fait assez de tests quand on a mis ça, puis tu sais, c'est ça le problème, ou pas assez de validation avec la business. Tu sais. Mais si tu as une bonne visibilité sur c'est quoi les bugs qui sont rapportés, puis tu dis 80% des bugs qui sont rapportés, c'est relié à de la donnée qui n'est pas validée avec un autre rapport. Automatiquement, tu sais que tu sais, si tu mets une ou deux personnes dans ton process qui t'aident à faire des validations, qui connaissent vraiment bien la donnée, les KPI, tu vas en sauver la moitié ou tu sais, une couple. Là. Mhm. Puis, puis tu sais, le, la dangerosité est peut-être moins grande sur des rapports, dans le sens que plus que tu es proche des sources, la validation des transformations de données est vraiment plus importante. Dans le sens que si, admettons, dans un concept de ETL, donc de Extract, Transform and Load, qu'on fait ça en SQL, ben, si tu te trompes puis que tu
génère des données qui sont fausses pour l'utilisation des rapports, mais aussi pour tout ce qui a rapport avec euh, le- 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 la décision live des outils, ben là, c'est critique. Tu veux pas être capable, tu veux pas avoir besoin, tu veux capturer les erreurs le plus tôt possible parce que tu veux pas que des outils de mesure prennent des fausses données puis qu'après ça envoient en- se base sur des fausses données métriques là-dessus. Fait que plus proche que t'es là-dedans, plus que c'est dangereux. Ouais. Parce que le DevOps, le concept de environnement de dev, de QA, puis de prod, ce n'est pas juste pour du BI, c'est pas juste pour le reporting, c'est pour tout ce qui est applicatif, tout ce qui a rapport avec la donnée. Fait qu'autant les ETL, la programmation de logiciels, tout, c'est un concept universel. Euh, le reporting, s'il n'y a pas de décision de production live qui sont faites, ben c'est un peu moins critique dans le sens que même s'il y a des bugs qui traversent certaines étapes, euh, comme j'ai dit dans le dernier podcast, ben ça va être ta crédibilité qui va avoir un impact. Fait que là, ben, si tu perds la crédibilité, ben l'impact qu'il y a, c'est que tu vas devoir challenger tes chiffres à chaque fois. Tu vas avoir une perte d'efficacité parce que le monde pense que ce que tu fais est pas de qualité. Fait que c'est là que tu vas avoir un impact, mais c'est difficile à mesurer, ça. Contrairement, Mhm. mettons, à si tu fais une erreur de virgule dans un ETL, puis tu changes toutes les chiffres de deux décimales, des fois, une erreur de même qui aurait pu se- moi, je l'ai déjà vécu, là, une erreur quelqu'un a codé de quoi super vite en pensant corriger de quoi en 20 secondes, ça a pris 6 jours à récupérer toutes les données, là. Et, ouais. Fait ou tu sais, j'ai aussi un autre cas où est-ce que quelqu'un pensait il était en train d'effacer sa base de données en carré de sable, puis il a effacé une table en prod. Tu sais, les DBA sont pas à l'abri d'erreurs comme ça. Puis Non. on a vu les lumières rouges allumées partout dans le département jusqu'à temps qu'il y en a un qui va ouais, excusez les gars, j'ai fait une erreur. Mais Ouais. ça, Ouais. ça arrive. Mais le but, c'est que ça arrive le moins souvent possible. Fait que plus que tu as des rôles avec du pouvoir, le plus que tu devrais avoir des check-ups pour t'empêcher de faire des erreurs qui vont coûter cher à la business. Ouais. Puis, tu sais, je pense que ça dépend de l'audience qui regarde tes rapports. Tu sais, tu parlais tantôt, tu sais, tu fais un petit rapport dans ton équipe pour ton manager. Puis, tu sais, lui puis une autre personne qui vont la regarder. S'il y a un bug, tu sais, c'est pas la fin du monde. Mais, tu sais, mettons, nous autres, dans notre équipe, les représentants des ventes, quand ils prennent nos rapports, puis qu'ils vont voir les concessionnaires, puis qu'ils leur montrent des chiffres en pleine face, puis les chiffres sont pas Mhm. bons, je te montre ton inventaire, puis ça fait aucun sens. J'ai pas 120 000 dollars d'accessoires, ça fait aucun sens. Imagine, tu sais, la perte de Mhm. crédibilité pour le représentant, tu sais, puis à quel point tu sais, cette personne-là a pas dû avoir une bonne discussion, puis c'est pas bon pour sa relation de confiance avec le. Fait que tu sais, c'est. Exactement. Puis souvent, la personne qui est l'utilisateur final, dans ton cas, le concessionnaire, ben, c'est probablement pas quelqu'un de très technique à la base. Fait que là, il va. Tu sais, c'est un peu comme dire ah, j'ai été voir un show de musique, puis euh, euh, c'était tel groupe, puis donc tous les groupes qui ont ce genre-là, je les aime pas. Mais non, c'est peut-être juste parce que cette situation-là, fait que, tu sais, ça arrive avec des généralités de dire ah ouais, je le sais, toutes les tous les représentants, ils checkent pas leurs données. Fait que, tu sais, il va y avoir de la généralité qui va se générer là, puis Ouais, ça n'aura ouais, pas juste un impact sur une personne, mais ça peut avoir un effet parapluie sur plein de personnes autour. ouais.
Tu sais, on peut, dans ce cas-là, tu sais, pour nous aider à mettre plus d'emphase sur le process de validation en amont, puis de test de shift et de KPI, tu sais, on peut envoyer, exemple, un genre de survey aux utilisateurs finaux. Puis tu sais, tu poses une question là, tu sais, de 1 à 10 quand vous ouvrez ce rapport-là, est-ce que vous croyez en la donnée puis les chiffres? Est-ce Hmm. que vous faites confiance au rapport, tu sais? Puis tu sais, si ton score est de 4 sur 10, tu sais qu'il y a un problème de confiance, puis tu sais, peut-être falloir mettre les bouchées doubles pour justement remonter ce niveau de confiance-là. Puis tu renvoies le survey, puis tu regardes si ça s'améliore, là, mais... Mhm. Ah, puis, tu sais, puis c'est ça, tout dépend aussi de la grosseur de l'entreprise, parce que tu l'as dit, ça dépend à qui regarde le rapport. Mais tu sais, j'ai des situations où est-ce que le rapport s'adresse à 3 personnes qui, c'est juste pour accélérer la rapidité de faire le suivi, mettons un rapport d'âge des comptes. Ben, au final, ils ont la donnée dans leur livre de facture puis dans leur livre de compte. C'est juste une étape super facile pour savoir qui est en train de buster les 30 jours, puis qui a des factures de plus que 90 jours, puis qui... euh, fait que, tu sais, c'est pas dramatique s'il y en a un ou deux qui sont là, puis que ça n'a jamais été changé dans le système. C'est juste que Mhm. visuellement, c'est beaucoup plus rapide. Fait que, tu sais, Ouais, ouais, le sujet et à qui ça s'adresse, euh, ça a beaucoup d'importance sur l'effort que tu as à mettre au niveau de la validation. ouais. Je pense que Carl, tu avais peut-être un sujet que tu voulais nous parler avec Fabric, là, peut-être une expérience que tu as eue avec Oui, déployer des systèmes de Fabric. ben, l'inconvénient, mettons, dans Fabric qu'on explore récemment, c'est que, en fait, on n'a pas encore trouvé une méthode pour être capable, sans tout dupliquer les éléments un par un, de faire des copies conformes d'espace pour avoir un environnement dit de dev avec, comme tu as nommé, une partie de l'information. Mhm. Fait que là, ça, nous, on a un peu de misère à aller là-dessus. Fait que, puis l'autre élément, c'est que, ben, si on fait une modification, tu sais, on a plusieurs éléments qui sont interdépendants. Donc, on n'a comme pas le choix de faire une modification directement en prod, systématiquement, de tous nos éléments. Puis, c'est arrivé à quelques reprises que euh, on, on- on- on a dû, tu sais, on fait une modification, mais la modification sur un modèle sémantique dans le cloud, dans le Fabric, ben, à partir du moment où est-ce que tu fais la modification, ben, ça te prend 15-20 secondes avant que la modification se propage dans le système. Fait que les rapports qui sont branchés dessus sont indisponibles Mhm. pour tout le monde. Donc, on est encore en train de chercher peut-être des solutions là-dedans, mais pour l'instant, euh, il- il- en fait, s'il y a des solutions qui sont fournies par Microsoft, sont pas clairement publicisées comme quoi que c'est la bonne méthode de le faire au niveau du DevOps, là, d'avoir une version consolidation, d'avoir une version prod. C'est comme il n'y a pas de bouton genre mettez en prod, là. Tu sais, ce que j'aurais aimé, ça aurait été de quoi un peu comme tu sais, les apps dans Power BI où est-ce que tant que tu pèses pas sur Ouais, le bouton déploiement, ben ta version elle reste comme en flottement dans ton workspace, puis elle sera pas propagée dans l'espèce de système plus ouais. élaboré. Fait qu'il y a comme pas ça, fait que moi je suis quand même un peu frileux quand que je fais des modifications, surtout que il y a des éléments, quand on rajoute des colonnes dans des tables avec des data flows, ben, quand on dit dans des tables, c'est dans des warehouses ou dans des lakehouse,
ben on doit faire ce qu'on appelle un drop table pour rajouter la colonne. Fait qu'on fait un Ah, drop table. Fait que pendant qu'on fait le drop table, le modèle sémantique pète. ouais. Parce que là, c'est en direct query. Fait que là, après ça, faut que tu retournes dans ton dataflow. Tu republies avec la nouvelle colonne, tu fais tes liens, tu fais toutes tes affaires, tu pousses les Hmm. données. Des fois, le temps que ton dataflow roule, ça prend 3, 4, 5, 6 minutes. Là, après ça, Ah, il ouais. faut que ton warehouse gobe la donnée. Une fois que le warehouse, la donnée est gobée, il faut que tu ailles dans ton modèle sémantique, refaire un lien pour la nouvelle table qui vient d'apparaître. Fait que des fois, tu as un Ah, ouais. 10-15 minutes à faire arrêter les rapports complets. Ah, ouais, ok. Fait que je C'est, cherche c'est, encore des solutions pour ça, mais je voulais juste vous mentionner que, tu sais, c'est... Fabric, c'est incroyable ce que ça permet de faire, mais c'est encore quand même en développement dans bien des situations, puis je sais que ça va changer, mais c'est le genre d'affaire qui va arriver éventuellement si vous jouez là-dedans. ok. Euh, C'est bon à savoir. fait que c'est plus complexe dans Fabric au niveau de ça. J'ai pas encore testé les pipelines de déploiement parce qu'il y a des pipelines dans Fabric, mais les pipelines, c'est le concept de pomper des données au travers d'un- d'un processus et non pas dans un concept DevOps. Fait que c'est pas le même Ouais. genre de pipeline. Tu parles des data pipelines, là, ou Ouais, les data pipelines. ce qui ressemble un petit peu comme un genre un hybride entre ETL puis Power Automate, là. C'est. Ouais, c'est exactement ça. C'est un hybride Ouais. entre les deux qui nous permettrait de gérer des connecteurs plus custom, Mhm. puis d'avoir un peu plus de flexibilité au niveau de ça, parce que on va se le dire, des fois il y a des sources de données dans Power BI qui sont pas faciles à accéder, hein. Fait que des fois on a besoin de faire des connecteurs custom, mais Fabric les accepte pas de base dans les dataflows. Mhm. Puis faut les mettre dans des gateways, mais Ah, ouais. il y a la solution pipeline qui est peut-être plus robuste que Mhm. mettre un connecteur dans un gateway. Fait que ouais, il y a ça que je te dirais qu'il y a comme une espèce d'angle mort au niveau de Fabric, au niveau de Euh, puis je dis pas que c'est impossible à faire, je dis juste que pour l'instant, il n'y a pas de solution simple pour faire ça que j'ai trouvé. Ok. Ah, c'est bon à savoir. J'ai pas encore assez joué dans Fabric pour expérimenter ça, là, mais merci, puis on en prend notre temps. J'avais peut-être une dernière question pour terminer cette deuxième partie. Quand on, Oui. mettons qu'on utilise, si on utilise des environnements Dev, QA Prod, on a trois workspaces Dev, QA Prod. Est-ce qu'on permet encore aux utilisateurs de publier directement en prod ou on leur enlève les accès de publier en prod? C'est une super bonne question. Euh, ben, il y a deux manières qu'on peut gérer ça. Soit que, en fait, de mon côté, là, je dirais que soit Soit qu'on fait deux workspaces. Un workspace qui peut être un workspace vraiment comme certifié, ça c'est juste les, euh, Hmm. les développeurs qualifiés qui le font, puis tu peux faire une espèce de workspace à côté, carré de sable, qui permet aux membres de, mettons, finance qui ne sont pas des développeurs, mais de faire un peu ce qu'ils veulent. Ça, je trouve que ça a une valeur de faire ça. Euh, mais il existe, je sais pas si tu le sais, il existe une fonction dans l'administration portal de Power BI qui permet à un groupe de sécurité, donc quelqu'un à des groupes très très restreints, de aller certifier
des rapports et certifier des modèles sémantiques. Fait qu'à partir du moment où est-ce qu'ils sont certifiés, si c'est quelqu'un, s'il y a une republication, tu dois refaire une certification par-dessus, puis pour le stamper. Hmm. Fait que, mais la seule personne qui a le droit de faire la certification, c'est les personnes qui sont dans le groupe de sécurité. Fait que ça permet, mettons, dans un petit groupe, contrairement à, mettons, vous qui êtes plusieurs développeurs, mais mettons, tu te dis, ah, on est euh, une petite business, sont 4-5 personnes qui font des rapports, mais il y en a un qui, mettons, deux personnes qui font des rapports, puis il y en a une quinzaine qui gossent. Ben, tu pourrais dire que les deux personnes qui font des rapports, eux, ont le droit de certifier, puis que euh, quelqu'un qui n'a pas la possibilité de certifier ne pourra pas écraser un rapport certifié. Fait que là, il y a juste les deux personnes qui ont la possibilité de certifier qui vont pouvoir mettre à jour ces rapports-là, même s'il y a quelqu'un qui est admin dans le workspace, il n'y aura pas la possibilité d'écraser les rapports certifiés. Hmm. Ça peut être très cool. Puis l'avantage des rapports certifiés, c'est que tu peux ils sont automatiquement promus. Mhm. Une promotion, ce que ça fait, c'est que ça va rendre visible le rapport à tout le monde qui a accès à l'espace de travail. Fait que quand tu crées un nouveau rapport puis qui est promu, ben, il y a de la visibilité, tout le monde va pouvoir aller voir ce que ça fait. Ah, Moi, intéressant. ça serait mon, Ah, mon ça peut être une bonne best-of, approche. là. Ouais, ça peut être une bonne approche. Ouais, t'as comme un petit Toi, ce comité. serait quoi ton option? Ben, je dirais, dans un monde idéal, je dirais que la workspace de production, il y a, mettons, mettons qu'on dit qu'il y a trois équipes qui contribuent au même workspace de production. Puis c'est tous des rapports qui sont partagés, je sais pas, là, aux représentants. Je dirais une personne par équipe peut aller faire des modifications en prod. Puis la seule utilité que j'aurais à ça, c'est si tu as vraiment besoin de faire un quick fix, un hot fix en prod, que c'est tout petit, puis tu le fais, puis après tu vas la remettre en dev, puis la remonter, ou mais encore là, c'est certaines personnes clés qui ont une bonne connaissance, puis qui vivent avec le risque aussi. Là. Sinon, j'enlèverais les accès à la prod, puis je dirais minimalement, tout le monde qui contribue dans ce workspace-là ont un workspace dev QA avant. T'es pas besoin d'en avoir trois, mais je te demande minimalement d'en avoir deux. Puis tu développes tout le temps dans l'autre workspace. Puis quand tu es prêt à déployer, ça passe via un comité qui approuve ce que tu veux déployer. Qui regarde, est-ce que c'est un gros changement? Est-ce que c'est une nouvelle page avec des nouveaux KPI? Parce que, tu sais, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on a une application qui a plein de rapports, plein de sections. Puis là, ça te fait. On avait fait. On avait mis une image genre de pizza générée par ChatGPT. Là. Genre une pizza avec des anchois, avec des plein d'affaires. Ça fait vraiment une pizza que tu sais pas c'est quoi la saveur. Puis l'application, un utilisateur qui va dans ça, c'est vraiment pas user-friendly. Puis il y a quatre sections qui vont avoir des rapports, mais c'est pas clair. Puis c'est mal nommé des fois. Fait que pour l'utilisateur, si tu vérifies pas qu'est-ce qui va en prod, ben c'est un problème parce que t'es pas conscient. Pour lui, c'est pas une bonne utilisation. Puis ça sera pas facile de naviguer dans ça. Et pour les autres développeurs comme nous, si nous on a un process qui est plus rigoureux que les autres personnes qui contribuent direct en prod, ben ça fait que nous, quand on va déployer, on va valider avec les autres équipes. Hmm. C'est quoi vos règles d'affaires? C'est comment tu fais ça? Non, non, peux-tu valider mes chiffres si c'est correct? Mais quand c'est eux autres, des fois, ils viennent pas nous voir. Fait qu'eux vont déployer quelque chose en prod. On a créé telle nouvelle page avec KPI de part de marché. Nan. Le rapport, il est bien beau. Les représentants, ils l'aiment full, tu sais, puis tout ça.
Sauf que, tu sais, ça se peut que soit tu as introduit des KPI que nous on avait, que tu n'as pas validé si on avait les mêmes règles d'affaires. Ça se pourrait que tu sais, nous autres, on a amené ce KPI-là avant toi, puis tu sais, on avait créé ce nouveau KPI-là, il y avait pas de définition. Fait qu'on a validé avec les personnes qu'on avait, on l'a amené en prod. Puis toi, man, t'as dit, hey, on pourrait créer un KPI de Days of Inventory, nan, nan. Puis là, ben, t'arrives avec deux fois le même KPI dans l'application, mais Mais dépendant si pas le c'est. même chiffre. Puis là, C'est ça. ça a l'impact de la crédibilité. Ouais, c'est ça. Fait que ça, euh, et aussi, tu sais, tu peux introduire un doublon de rapport qui fait la même chose. Tu sais, j'ai pas besoin, tu sais, la question de savoir c'est quel concessionnaire qui a vendu le plus de véhicules rouges, ben, ça se peut que, tu sais, j'ai déjà le rapport qu'il faut pour ça, puis ce que je veux éviter, c'est d'avoir un autre rapport qui fait la même affaire, qui a été développé par une autre personne. Mhm. Tu sais, déjà pour mon utilisateur, il ne saura pas lequel prendre. Puis tu viens de séparer, tu cannibalises tes rapports en fait là. Fait que, fait que c'est Sans très. compter le temps de développement qui a été utilisé pour faire ça, qui était Ouais, inutile. ouais, c'est ça. Puis là, les personnes se sont pas parlé, ils ont développé la même affaire. Puis là, Mais ça, malheureusement, oui, tu peux le capturer dans les QA puis tous ces éléments-là, mais le problème vient de plus haut, c'est la définition du besoin puis rendre claire l'information qui a été déjà fabriquée dans tes rapports, dans le sens que ouais, ça, c'est la problématique d'avoir plusieurs équipes en silo euh, qui qui peuvent toucher aux mêmes données, mais que c'est des personnes différentes qui leur demandent des besoins. Fait que, probablement que tu as une personne qui dit ah, j'aimerais ça avoir ça, puis elle n'est même pas au courant qu'il existe déjà un rapport qui fait déjà ça. Elle demande à une équipe qui, elle, n'a pas touché à ce rapport-là, fait qu'elle dit c'est légitime. ouais, c'est ça. Ça rentre beaucoup dans la gouvernance, hein. Mhm. Tu sais, la communication, là. Tu sais, bien communiquer, puis impliquer les personnes dans les décisions, là. Tu sais, mais, Ah ouais. Puis ça, la clé de ça, c'est plus que tu es capable de publiciser les nouveaux rapports ou les rapports qui sont déjà existants, moins que tu vas avoir ce genre de concern-là parce que euh, tu en rendant disponibles les rapports, le monde va utiliser ce qui existe déjà le plus possible. Puis à un moment donné, je l'avais vécu chez IBM, à un moment donné, tu atteins un certain niveau de maturité où est-ce que 95% des rapports que tu as besoin sont déjà faits. Tu as juste besoin de les maintenir parce que puis là, tu vas vraiment sur des nouveaux besoins, mais ça prend une masse critique de développement. Là, tu sais, ça s'est pas fait en un an. non, c'est ça. En plusieurs années. Puis là, à un moment donné, bon, ben, ok, là, c'est... On va modifier les équipes parce qu'on a moins de besoin de faire du nouveau stock. Déjà, les réponses on fait juste des petites modifications sur des nouveaux besoins. Ouais. Fait que c'est plein de belles choses qui arrivent avec Oui. les environnements, travailler en équipe. Puis ça, l'enjeu, c'est toujours quand on travaille à plus que deux, trois personnes. Parce que ce genre d'environnement-là, si t'es tout seul à travailler, ben c'est sûr que c'est moins. Ça a moins de valeur parce que tu te le fais toi-même. Tu fais ton check-up, tu fais tes affaires, tu sais à quelle étape que t'es. Mais dès que tu travailles un peu en équipe, tu fais la validation. Puis tu sais, nous, on est chez Maverick, là, on est trois personnes qui font du développement, puis on a un environnement comme ça, qu'on déploie, qu'on se partage des rapports, puis on fait des Mhm. validations au moins visuelles, puis de la donnée. Fait que tu sais, il y a pas même à deux personnes, ça peut encore être utile de faire ça. Fait que tu sais, si on se dit à partir de trois personnes, ça vaut la peine, ben
Ouais, Je vois pas pourquoi qu'une équipe de 5 personnes trouverait que ça vaudrait pas la peine. ouais, d'accord. D'accord. Donc, ça met fin à cette deuxième partie. Si jamais on a d'autres choses qu'on veut parler, on créera une troisième partie. Ben, effectivement, ça, on va probablement revisiter ce Ouais, segment-là d'ici un an ou deux, là, ça c'est sûr. Si, ouais, il va y avoir des modifications dans Microsoft, dans Fabric, dans Power BI, qui va probablement nous rendre la vie plus simple, là. ouais. Donc, on vous remercie dans le fond de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à les commenter dans la description du vidéo, de vous abonner aussi à la chaîne. On remercie Maverick aussi d'être notre fier partenaire pour la chaîne. Puis Ben, sur ce, merci, puis on se revoit à un prochain épisode. Merci beaucoup. ouais, merci. À la prochaine.